Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu sur votre chaîne Canal 2. Alors, comme à l'accoutumée, nous sommes là pour bien sûr votre plaisir mais aussi pour votre édification. Et ce soir encore, nous parlons de la mystique de l'alimentation et la spiritualité. Je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Lipote qui m'accompagne ce soir pour vous donner la quintessence de ce dont il sera question. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Agathe, on va parler de initiation, spiritualité et alimentation à la première partie de la chronique et la deuxième partie, alimentation, école et qualité de vie, pour essayer de voir jusqu'où l'implication de l'alimentation doit être faite en ce qui concerne l'éducation de la masse. Voilà. Vous l'avez compris, nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, avec la chronique en deux parties. Vous avez également la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui s'affiche sur le bas de votre petit écran. Vous aviez également la réflexion de ce soir. Alors, si vous êtes bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique. La mystique de l'alimentation et la spiritualité, 13e partie. Initiation, spiritualité et alimentation. Notre existence dépend d'un facteur, la vie. En l'homme, le facteur vie trouve son aboutissement sur l'énergie vitale qui pénètre tout être humain dès sa naissance. Tout en lui sera rénové par l'air et par la vérité que cache l'eau, car en règle générale, le corps baigne dans l'océan de la vie terrestre et dans l'océan de l'esprit de l'immortalité. Le corps reçoit le sang de la mer, la terre et la vérité du Père céleste pour vivre en toute pureté. Une telle pureté au cours des vies successives rend votre être intérieur immortel par le biais de l'initiation. Une initiation qui permet de maîtriser le mécanisme vibratoire et spirituel de tout, l'air et l'eau y compris. Le fait que ces deux aliments impactent spirituellement l'existence de tout un chacun, on devrait tout faire pour savoir comment en profiter. Car l'impureté intérieure est encore plus grave que l'impureté extérieure. Le fait d'ignorer que celui qui se purifie extérieurement tout en restant impur dans son intérieur ressemble à un tombeau où tout y est beau car bien peint et décoré de l'extérieur alors qu'au-dedans il est rempli d'impureté et d'abomination. Ce qu'il faut retenir est que les aliments dans l'ensemble ont une double dimension. L'air, tout comme l'eau, ou les nutriments qui sont ces substances issues de la nourriture, tout cela a une composition physico-chimique ou classique, puis occulte. Du point de vue classique, l'air est composé de 21% de diogène, un gaz incolore et inodore, dont la molécule est formée de 2 atomes d'oxygène, de 78% de diazote, 2 atomes d'azote et 1% d'autres gaz, vapeur d'eau, méthane, azone, dioxyde de carbone, etc. Naturellement pur ne saurait nuire à la pureté de l'organisme. Son côté occulte vous reste caché, en l'occurrence l'ange de l'eau. Tout comme l'air, l'eau est constituée de molécules. L'eau pure ou douce se définit comme contenant la molécule H2O, sans autre élément chimique ou matière dessous faite d'impuretés, voire sels, minéraux, etc. Elle peut être obtenue par ébullition, distillation ou osmose inverse. L'eau est un ubiquitaire, c'est-à-dire un élément constituant une molécule pouvant se trouver dans tous les différents types de cellules d'êtres vivants sur la Terre et dans l'atmosphère sous ces 3 étapes: solide, glace, liquide ou gazeuse, vapeur d'eau. Son côté occulte est s'agissant et se traduit en ce qu'on appellerait l'ange de l'eau. C'est seulement dans le cadre de l'initiation métaphysique que tout ceci peut bien être expliqué et ce que c'est que le caractère spirituel de tous ces aliments.
Alors, professeur, vous nous avez dit à la fin de la chronique que ce n'est que dans la métaphysique que l'ange de l'eau, l'ange de l'air et tout ce que cela comporte peut être expliqué. Et puisque nous sommes dans le cadre de la métaphysique, moi j'aimerais bien savoir l'ange de l'air, par exemple. Est-ce qu'on dira qu'il est noir et blanc? Parce que dans la composition que vous nous aviez donnée, il y a le gaz. Mhm. Alors, disons, des anges, est-ce un terme péjoratif ou c'est une supposition ou c'est quoi au juste? Mais dans l'Antiquité, les maîtres qui enseignaient leurs disciples les apprenaient à comprendre que on devrait prendre au sérieux tout ce qu'on faisait. Par exemple, quand vous prenez un verre d'eau, sachez que les composants de l'eau sont constitués d'un esprit. Que cet esprit, vous avez beau palper l'eau de par son goût, de par même de la voir, mais vous n'allez jamais décrypter son esprit. Et c'est cet esprit-là qui, quelque part, cache une énergie, et c'est cette énergie-là qui nous met en relation avec les forces spirituelles ou les forces divines que font vibrer l'eau. Du moins, tout est vibration, l'eau c'est une vibration. Alors donc c'est ces forces-là que on donne un nom. Ce nom peut donc bien être l'ange de l'eau. Voilà. Alors, mais nous revenons à l'ange de l'air. Si l'air est constitué de gaz, de dioxyde de carbone oui. et d'oxygène, nous savons très bien que, en fait, on nous a dit à l'école que le dioxyde de carbone est censé ressortir parce que il est apparemment nocif pour l'être humain. Mais quel est cet ange donc qui nous apporte ce qui n'est pas pur à notre corps? Oui, bon, mais écoutez, il y a la main gauche, la main droite, qui forment ce qu'on appelle la dualité. On a l'impression que lorsqu'on est gaucher, on n'est pas censé faire ce que ferait le droitier. Mais c'est faux. Vous allez écrire avec la main gauche, gauche, tout en mettant en repos la main droite. Vice-versa. Donc tout se complète. Ici, dans la composition de l'air, c'est un triangle équilatéral qui est en fait un élément créatif. C'est-à-dire qui permet d'obtenir à partir de la thèse, l'antithèse, la synthèse, quelque chose de complet. Alors, donc l'ange ici obéit à deux forces, la force positive et la force négative en un, pour faire ce qu'on appellerait chez les chrétiens la Trinité. Résultat, ce n'est pas une négation pour une négation, parce que on a remarqué que on peut mélanger un peu du poison pour pouvoir obtenir rapidement un résultat, donc un résultat d'équilibre. J'entends si ce n'est pas du poison dans le sens de détruire, mais dans le sens d'exciter les vibrations et de permettre à ce que se construise autour de l'action qu'on veut mener une réaction. Voilà. Donc, maintenant, dans le thème, vous nous avez dit le côté occulte reste caché. Alors, quel est du côté occulte? L'ange de l'air, lui, il fait quoi exactement? Alors, le côté occulte de l'ange de l'air, c'est qu'on peut utiliser grâce à l'air, c'est-à-dire lors des méditations ou lors des séances d'éveil spirituel en nous, essentiellement l'air pour pouvoir nous déporter. Ici, il s'agit des mécanismes de respiration profonde, maîtrisés, qui permet à ce que le double en nous se propulse. C'est-à-dire, lorsque on parlera des voyages astraux, nous pourrons expliquer cela le plus amplement possible.
Donc l'ange de l'air va donc s'accaparer de notre être intérieur pour notre devenir, en l'utilisant à bon escient, de par le fait de nous purifier ou de purifier notre être intérieur. C'est pour cette raison que nous avons besoin de l'air à mieux le respirer et à bien oxygéner notre organisme. Ce serait quelque chose de, disons, de mystique pour nourrir notre esprit et notre âme. Alors vous dites également que l'air permet de rénover et la vérité que cache l'eau. De quelle vérité s'agit-il? C'est le trait d'union qui existe entre l'air, qu'établit l'eau entre l'air et les nutriments. Ce trait d'union, c'est que l'eau se trouve partout. L'eau se trouve dans l'air. L'eau se trouve aussi dans les nutriments. C'est-à-dire les substances nutritives ne sont pas sans eau. Même le pain, qui est un aliment aride, parlant des bâtards du pain blanc, a de l'eau. Même l'arachide a de l'eau. Je fais allusion ici à l'arachide grillé. Parce que l'arachide cru, on n'en pose pas. Le cas ne se pose pas. Mais lorsque vous grignotez de l'arachide que vous avez grillé, avec du pain par exemple, c'est là que vous comprendrez que ça n'a pas suffisamment d'eau. Parce qu'après ces repas, vous buvez de l'eau de gré ou de force. Parce que quand ça a suffisamment d'eau, vous n'avez pas besoin d'en boire tout juste après. Sauf ceux qui ont pris l'habitude de boire de l'eau à tout bout de champ. Parce que des fois, les mamans vous disent, comme vous quittez le village pour aller chez l'oncle, sachez que autant de macabo ou de manioc que vous mangez au village, ce n'est pas la même chose en ville. Alors, un macabo, un verre d'eau, un macabo, un verre d'eau, remplissez-vous le ventre et n'embêtez pas l'oncle. Et là, comme ça, vous prenez des mauvaises habitudes parce que un macabo, un verre d'eau, ça ne s'explique pas. Voilà. Donc, autrement dit, l'eau serait donc omniprésente. Oui, l'eau est partout. Et maintenant, puisque l'eau est partout, vous aviez fait allusion également, on ne parle plus de la vie terrestre parce qu'on a dit que l'eau était partout, mais vous avez parlé d'un océan de l'esprit de l'immortalité dans lequel baignerait le corps de l'homme. Cet océan d'esprit de l'immortalité serait donc quoi? Alors, l'océan de l'esprit d'immortalité, l'esprit ici, c'est un composant qui sert de transition ou de synchronisation en tout ce que le corps a comme, l'organisme a comme corps. Là, on avait vu ça dans les éditions antérieures, ça fait plusieurs mois déjà, ou alors l'année dernière, où on parlait du corps astral, du corps mental et du corps causal. Alors, du corps physique, du corps astral et le corps causal. Alors, donc, tous ces corps sont baignés dans un champ vibratoire où c'est l'esprit qui fait rayonner le fonctionnement de ces corps. Alors maintenant, si nous parlons d'un esprit immortel, c'est que nous faisons allusion que le but de l'homme, c'est d'évoluer et de devenir immortel. En réalité, nous sommes par essence immortels. Lorsqu'on parlait d'immortalité, ici, il n'est pas question du corps physique, mais de l'être intérieur. Le corps physique peut aussi devenir immortel si on peut atteindre le niveau d'Hiérophant. C'est-à-dire que dans l'évolution, si nous pouvons purifier le temple de ce que la Bible appelle le temple de Dieu, c'est le corps physique, si nous pouvons le purifier, qu'on vive toute sa vie sans aucune maladie, qu'on vive autant d'années que possible, parce que la Bible nous rappelle que, nous dit, on ne sait pas si le calendrier la tient, que les gens comme Enoch ont vécu plus de 900 ans.
et que les fils d'Adam, du moins la progéniture d'Adam, avaient eu des Seth, les ceci, les cela, qui vivaient plus de 700, 600 ans et tout. Alors on croit que peut-être c'est le calendrier de cette époque était le calendrier d'une année égale 3 mois peut-être. Ben si c'est que il était question d'un calendrier semblable au nôtre aujourd'hui, parce que tout a évolué, même les calendriers ont évolué. Quand on fait des recherches sur le plan astrologique, on le comprend bien, mais cette évolution ne veut pas pour autant dire qu'une année constituait seulement était un assemblage de 3 mois, du genre à l'équivalent d'un trimestre. Non. Une année était une année avec tout ce que ça avait comme nombre de mois. Parce que quand on prend l'année chez les Chinois, c'est pas forcément l'année chez les Occidentaux, mais ce n'est pas loin de 360 jours. Donc si même ce n'est pas 360 jours, on peut bien aller à considérer que ce n'est pas très différent. Voilà. Mais professeur, vous parlez d'immortalité, autant de Seth et autres, on avait peut-être un environnement où on n'avait pas de voiture, on avait, bref, un environnement qui était suffisamment sain. Est-ce qu'actuellement, on peut prétendre vivre ainsi et vivre aussi longtemps que nos ancêtres? Alors, on a toujours fait croire aux gens que le monde a évolué, comme si les découvertes et la nouvelle la technologie, la nouvelle technologie ou le progrès technique a apporté quelque chose de différent. Le monde est en mutation, certes, mais déjà quand on lit des documents comme J'ai vécu sur 2 planètes, écrits par Philos, on constate qu'il y avait des avions supersoniques, ce qu'on appelle aujourd'hui les fusées, dont les gens faisaient des voyages à partir des engins extrêmement supersoniques. Ce qui veut dire donc que même les voitures existaient. Hein, plein de choses ont existé bien avant notre ère. Et ces choses-là ont connu sans doute des déclics où nous, on n'est que des héritiers de ces choses par extrapolation. Ça veut dire que nous ne sommes pas. Nous sommes en train de croire que le modernisme veut dire la voiture, l'avion, les immeubles. Mais non, ces choses-là existent depuis. Si ce n'était pas fait de la même manière, c'est parce que le cerveau de l'homme n'était pas le même. Là, je ne me porte pas en faux par rapport à ta question. Je considère que ta question est contextuelle. Mais dans la contextualité, on peut bien dire que des choses s'y ressemblent. Alors, les choses s'y ressemblent, pourquoi? Parce que si hier on a pris des avions plus rapides que les avions que nous avons aujourd'hui, il est probable qu'il y a eu un temps où il y a eu rupture et on a recommencé à zéro. C'est comme une civilisation qui a atteint son haut niveau, mais que dans les pratiques, on a tellement fait du mal qu'il y a eu des cataclysmes. Il y a eu un premier cataclysme, à ma connaissance, avec Lumérie, un océan qui s'est englouti avec toute une civilisation, et un deuxième cataclysme avec Atlantide, qui a donné naissance à l'océan Atlantique, qui, au jour d'aujourd'hui, il y a l'île Pico qui représente le reste de cet océan. Et ces civilisations avaient atteint un niveau très élevé. Comme aujourd'hui, on a une civilisation qu'on a baptisée l'Occident. Avec tout la barbarie qu'on connaît de cette civilisation. Avec tout ce que les porte-flambeaux, qui sont les gens de couleur qu'on appelle les blancs, ont mené jusqu'ici comme action de destruction de l'humain.
dans des buts mercantiles et dans le seul besoin d'être la race supérieure et la race forte. Et dans les recherches du bien-être malmené par l'excès de matérialisme, la civilisation occidentale attend un cataclysme. Ce cataclysme sera le croulement de l'édifice de château que les pays fortement industrialisés, dont une partie de l'Europe en sera frappée et une partie des États-Unis. Alors, ce cataclysme va faire en sorte que les civilisations à venir recommencent à zéro et pourront peut-être ne pas suivre la même voie pour ne pas avoir le même sort. Là, ça dépendra parce que lorsque un cataclysme s'abat, comme le cas de l'Atlantide où il fallait que l'arche de Noé soit faite. Je ne sais pas si c'est sur l'Atlantide que l'arche de Noé avait été préparée ou sur le continent Mu. Alors, il s'est passé donc une chose, c'est que tout ce qui était dans l'arche n'était pas forcément des maisons en étage ou des immeubles ou quoi, mais c'était juste le reste de ce qui serait à l'époque retenu comme la mémoire de l'humanité frappée par le cataclysme. Voilà. Alors, mais professeur, revenons un peu au contexte africain, parce que, pardon, actuellement les Africains, je parle notamment du Cameroun, puisque c'est le pays dans lequel je vis, et je crois peut-être le connaître un peu. Nous vivons dans un monde où on mange un peu de tout, on boit un peu de tout. Alors, est-ce que dans ce contexte-là, on pourrait prétendre un jour vivre aussi longtemps que nos ancêtres, étant donné que nous mangeons tout, on boit tout, tout ce qui vient de l'Occident, on l'utilise et peut-être même plus que plus qu'on devrait l'utiliser, on devient les créateurs de ces choses-là. Est-ce qu'on peut vraiment prétendre atteindre, vivre 700 ans? Bon, ne mettons pas 700 ans, mettons même 100 ans. Parce que 700, c'est quand même beaucoup. Alors, disons, quand je parlais tout à l'heure de la civilisation qui a pour porte-flambeau la race aryenne qu'on appelle communément les Occidentaux ou les Européens, parce qu'en fait, même en Amérique, c'est toujours les Européens en question. En quelque sorte, les Noirs qui n'ont été que des esclaves. C'est vrai que là-bas encore, il y a eu des esclaves blancs. Mais là n'est pas le problème. Le problème se situe sur la réponse à votre question. Bon, la réponse à répondre à cette question voudrait dire quoi? Voudrait dire que, est-ce que je prends conscience, moi, qui pense qu'il y a une alimentation spirituelle, et que je parlais de ça dans un pays où tout a plombé. Beaucoup de supermarchés se sont installés, l'alcool se boit avec des bars et des buvettes ainsi que des ventes emportées à chaque 5 mètres ou 10 mètres ou 50 mètres. Et la messe alcoolique ou la messe des bières, ça se trouve à chaque bout de champ. Toutes les rues sont devenues les rues de la joie. Alors, laquelle joie? C'est ça qui fait répondre à la question de savoir est-ce que l'homme noir n'a-t-il pas perdu le nord? Je dirais oui. Parce que lorsque on s'attend à ce que les civilisations qui ont précédé la nôtre, c'est que la littérature, dans l'historicité de la marche du monde, tant sur le plan, le plan économique, tant sur le plan social et même sur le plan spirituel, ce qui est étonnant, c'est que les gens vont à l'école pour rien. On comprend bien pourquoi réciter les cours a valu la peine pour avoir les diplômes. Et que avoir ces diplômes, c'est juste une manière de faire plaisir à ceux qui ont organisé l'école et non
à être pourvu des connaissances qui permettent de prendre au sérieux notre vie. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui vient du formatage de nos cerveaux. On s'est accaparé de nos cerveaux et on en a fait des cerveaux des esclaves, des assimilés, des personnes qui seront soumises tout le long de leur vie. On en a fait de nous des soumis. Personne n'a le droit de ne pas se soumettre aujourd'hui. Et là, c'est comme on peut dire que ce n'est pas de notre faute. Mais là, on va me dire que je suis nostalgique. C'est-à-dire, je pense que nos ancêtres n'étaient pas aussi soumis. Mais qu'est-ce qui s'est passé que finalement, on a pu avoir des esclaves à partir d'eux. On a pu nous coloniser par la suite. Aujourd'hui, on nous néocolonise. Simplement parce que l'ennemi qui est un agresseur n'est pas forcément quelqu'un qui est très fort sur le plan physique. Mais sur le plan d'un mécanisme de jeu de surprise, c'est ce qui est de bon ou de plus fort pour l'agresseur. C'est-à-dire, par jeu de surprise, il peut vous renverser à terre, alors que si on vous met tous les deux corps à corps, on dit lutter maintenant. Il ne peut pas vous renverser. C'est comme quelqu'un qui vient à vous donner un coup de lâcheté en plein visage. Et là, il vous ferme les yeux et il vous prend tout ce que vous avez sur vous et il part avec. Alors quand on voit le petit enfant qui vient de faire ce geste-là, on voit le colosse que vous êtes, on se pose la question que mais c'est quelle histoire, tu étais où? On ne comprend pas que c'est par jeu de surprise. Donc, dans ce jeu de surprise, on a réussi à dompter l'humain que nous étions par des barbares, par des sauvages qui étaient ceux-là. Et après, on s'est mis à nous formater le cerveau. On a étudié tous les mécanismes qui font en sorte que quand on veut abrutir quelqu'un, qu'on l'abrutisse, on est passé par l'église. On a utilisé tous les mécanismes qu'il fallait que quand on veut abrutir quelqu'un, qu'on réussisse à le faire, on est passé par l'école. Et aujourd'hui, on a mis en place une politique qui synthétise les acquis et qui parlait de la démocratie. Le mot politique veut dire politesse. Les hommes politiques ne sont pas polis. La démocratie veut dire le consensus, le droit de chaque citoyen. Les hommes politiques ne permettent pas la démocratie. Et les donneurs de leçons de cette démocratie n'en ont pas implémenté dans leur propre pays. La démocratie est restée la seule chose de changement d'hommes au pouvoir. Donc si vous avez la possibilité de changer les hommes au pouvoir, en laissant un soubassement des mafiosistes, des lobbies, qui poussent les pions en disant, bon, c'est toi qui prends le pouvoir cette ci, mais voilà ce que nous on voudrait obtenir de toi, ainsi de suite. C'est qu'il y a la démocratie. Alors que c'est le même pouvoir qui gère ces tintins-là, qui sont des personnes, des personnalités affichées comme des paravents. Alors, donc, il y a un problème en Afrique, c'est que moi, je dis aux Africains, essayons de redimensionner notre être. Mais pour redimensionner notre être, essayons de voir, est-ce que ce que nous consommons n'a pas été fait exprès pour nous endormir? Est-ce que notre endormissement ne vient pas de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, des médicaments qui nous soignent, de tout ce que les ennemis ont mis à notre disposition comme des humanitaires? Par défaut, nous y sommes tombés. Est-ce que ça nous permet d'être considérés comme des gens intelligents? Parce qu'eux, ils disent que l'homme noir n'est pas intelligent. Donc, je parle là comme Africain et comme Camerounais. C'est-à-dire, faute de connaissances, le peuple meurt. Voilà. Alors, professeur, pour revenir
à l'eau, parce qu'on a bien compris que il n'est pas du tout évident de se retrouver pour nous autres à vivre 100 et plusieurs années, sauf si on essaye de revoir notre façon de vivre avec ce que nous mangeons, ce que nous consommons. Alors quand on revient avec la constitution de l'eau, vous nous faites bien comprendre que l'eau ne devrait avoir rien d'autre que la molécule H2O. Donc autrement dit, les eaux que nous avons en bouteille ne seraient donc pas de bonnes eaux. Ouais. Alors, disons, comme on disait, l'eau douce, l'eau pure, je sais pas moi quoi, ne devrait être qu'un colore inodore sans saveur. Mais les eaux qui sont embouteillées sont avec odeur, avec de moins sans odeur, mais avec une certaine saveur. Lorsqu'on minéralise l'eau, c'est vrai, il y a les sources d'eau qui sont à partir de leur forage, de leur retrait du sol, en les prélevant au niveau du griffon, là, donc, le trou où on peut facilement voir et la température et l'eau telle que c'était à l'intérieur du sol, on va trouver des eaux avec des sels minéraux, avec des oligo-éléments. Donc, il faut ioniser ça, il faut chasser le fer, par exemple, pour que ça ne se présente pas dans les bouteilles après une période, que ça ne présente pas de la rouille. Oui. Alors que cette rouille ne veut pas dire que vous avez pris l'eau sale au départ, mais simplement parce que la condensation du fer est à forte dose. Alors cette eau est utile à l'homme, mais de manière précise, c'est-à-dire lorsqu'il faut chasser le taux d'acidité dans le corps pour remédier l'alcalinité, c'est-à-dire pour permettre à ce que l'équilibre acido-basique se produise rapidement. Et si l'eau est considérée comme un élément de cure thermale, c'est-à-dire quelque chose qui purifie le sang, qui est surchargé de déchets. Donc le système lymphatique, le système circulatoire et tout bénéficie de cette eau. Mais l'eau prise dans le contexte alimentaire, parce que là c'est l'eau prise dans le contexte remédiant, parce que moi j'établis une différence entre les remèdes et les médicaments. Alors remédiant, c'est-à-dire il y a un désordre. Peut-être il s'est produit un effet qui ne permet pas l'autorégénérescence des cellules de manière idoine, c'est-à-dire de manière simple, qu'il faut exciter, brusquer, permettre à ce que cela se produise. Alors là, on est obligé d'utiliser l'eau thermale. Et là, dans l'eau thermale, qu'est-ce qu'on met comme explication? C'est l'eau minérale. Dans l'eau, mais pas l'eau minéralisée, l'eau minérale naturelle. Parce que s'il y a une source d'eau minérale naturelle, c'est différent d'une eau qu'on a mis des minéraux. Qu'on mette les minéraux aux mêmes quantités que l'eau minérale sortie de la terre naturellement, ou bien pris dans un coin, je ne sais pas moi, d'eau ou d'un fleuve ou d'un océan. Ce n'est pas la même chose. C'est comme on parlait de sel iodé. Le sel qui a de l'iode par essence est différent d'un sel obtenu industriellement et qu'on y a ajouté de l'iode. Ce n'est pas la même chose. Ce sel-là n'empêche pas de goitre parce que ça n'apporte pas l'équilibre attendu par le corps au niveau des glandes thyroïdes. Résultat, l'eau doit être dépourvue des composants chimiques pour être un aliment normal qu'on consomme tout le temps. Nous allons passer à la deuxième partie de notre chronique alimentation, école, qualité de vie ou initiation à la santé. On revient juste après pour les questions. Alimentation, école, qualité de vie. Nous sommes des dieux. C'est ce que disent certains écrits, en l'occurrence la Bible chrétienne. Dans Somme 81, verset 6,
On peut dire, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Malheureusement, lorsque nous parlons de la spiritualité dans le sens de prendre au sérieux l'enseignement biblique dans certains domaines tels que celui de l'alimentation spirituelle, c'est plus les chrétiens qui semblent ne pas approuver notre démarche. Nous ne devons pas exposer notre existence à une alimentation artificielle faite de colorants de tout genre, d'urcide de titane E171, tartrazine E102 ou ponceau 4-et, soit E214. Alors que nous sommes supposés avoir été à l'école, il n'est donc pas normal que nous restions sans chercher à savoir le danger que nous encourons, sans chercher en plus comment tout ceci va impacter négativement ou positivement notre spiritualité. Autrement dit, seul le cadre métaphysique de la dimension divine de l'homme dans son évolution nous guide. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, mais seulement des personnes qui recherchent des voies et moyens qui sont censés aider que nous puissions trouver la piste qui serait à même de nous permettre de devenir des hommes affranchis. Cela passe par la recherche de la bonne qualité de vie, celle qui tient compte du schéma de l'évolution allant de la spiritualité à la divinité. On ne saurait devenir Dieu sans avoir un pan sur l'évolution, la maîtrise de la qualité de notre souffle de vie. Nous devons, à cet effet, nous inscrire dans la logique de la vraie école, celle de décryptage des mystères de la vie. Puisque l'enseignement porté sur la spiritualité ne fait pas partie des cours de ces temples magistraux, comment pouvez-vous attendre à ce qu'on aborde dans ce milieu l'étude concernant l'alimentation spirituelle? À cela, chaque personne qui a un esprit éveillé comprend facilement que l'enseignement proposé dans ces universités est sous le prisme de l'impérialisme intellectuel dont l'action des promoteurs de ce système est bel et bien focalisée sur le profit et le gain. Alors, professeur, vous parlez, le titre c'est Alimentation, école, qualité de vie. Alors, quel lien vous faites entre ces trois éléments, école, qualité de vie, alimentation? Bon, alors, comme nous devons commencer par l'alimentation, c'est pour dire que c'est ce que c'est elle qui devrait donner une qualité de vie. Mais l'école est l'intermédiaire entre la qualité de vie et l'alimentation. C'est pourquoi notre sous-titre là, est alimentation et qualité de vie. Alors, maintenant, on ne peut pas avoir une bonne qualité de vie si on n'a pas une bonne école. On ne peut pas. Et l'école, là, n'est pas seulement ce qu'organisent les impérialistes à travers des continents. Cette école devrait commencer dans nos familles. Donc, nous prenons pour chouche pour pouvoir comprendre la vie. Malheureusement, il y a eu beaucoup de systèmes qui vont dans tous les sens. Parce qu'il y a, par exemple, si vous avez un roi qui est gourmand, je parle de la société primitive, sa gourmandise commence par le fait que vous devez lui donner des présents en termes de bêtes, donc des moutons, des chèvres, les porcs et tout, pour prouver que vous l'aimez, ou alors pour prouver que c'est lui vraiment le roi. Le roi. Alors, si une personne qui doit servir d'exemple dans une communauté donnée plonge dans la bassesse à s'alimenter des choses qui détruisent par essence ses vibrations et qui lui donnent que le côté qui donne à son action d'être humain qui conduit les autres vers une vie de protection, une vie de réussite. Parce qu'un bon roi est celui-là même qui a besoin de voir sa population manger tous les jours et à satiété.
Un bon roi est celui qui a besoin de voir les gens bien logés chez lui, dans sa communauté, des gens bien logés. Un bon roi a besoin de voir les gens qui s'habillent bien. Un bon roi a besoin de voir la cité propre. Et la propreté ne commence pas seulement par le fait qu'on a balayé les routes, mais commence par le fait que les gens sont en un bon point. Et ils sont luisants. Ils ne sont pas des maigrichons. Et tout. Parce que ici, on a fait allusion tout à l'heure dans la première partie de la chronique que la pureté extérieure, une personne qui se lave bien, qui lave bien ses habits, qui se brosse les dents tous les jours, qui fait le mapincer chez vous les femmes, très bien, met ses rouges à lèvres avec le dioxyde de titane, le E171, qui lui met un peu de la matière cancérogène au bout des lèvres pour que plus tard, sa pureté extérieure qui a prévalu tout le long de sa vie, finisse par se traduire par un bon cancer des seins, de ceci, de cela au soir de sa vie. Alors, c'est que cette pureté extérieure n'a rien apporté à sa vie par rapport à la pureté intérieure qu'il fallait d'abord commencer par ça. Donc c'est l'alimentation qui assure la pureté intérieure. C'est pourquoi nous mettons l'accent depuis plusieurs semaines déjà, d'ailleurs plusieurs mois, parce qu'à 12 à 13 éditions, c'est plus de 4 mois déjà. Alors, nous mettons l'accent sur l'alimentation. Si nous mangeons bien, nous ne mourrons pas. Ou alors nous mourrons bien, dans les conditions bien. C'est-à-dire qu'avant de mourir, on peut aller faire le check-up, on constate qu'on n'a aucune maladie. On vient, on fait le testament, on réunit tous les membres de la famille, comme ça se passait à l'époque. Et on dit, je vais faire un voyage. C'est comme ça que ça se passait en Afrique, avant. Et là, on commence à dire à chacun, toi, tu aimes trop voler. Chaque fois que tu vas voler, tu vas voir mon fantôme. C'est là que les gens vont dire, mais attends, pourquoi il parle de fantôme? Il veut mourir. Toi, tu aimes trop la nourriture. Sache que tu as des enfants. Tu as des petits frères aussi. Ne mange pas pour toi seul. C'est ce que le vieillard faisait à une époque. Le vieillard n'était pas cancérogène, attaqué par le cancer, où il maudit tous les gens autour de lui parce que certains de ses amis ne sont même pas venus lui rendre visite à une seule fois à l'hôpital. Lui qui est chrétien, qui veut aller au ciel, avant de mourir, il a les démêlés avec tout le monde par le mauvais cœur qu'il a apporté contre X et Y parce qu'il ne l'a pas vu au chevet de son lit. C'était pas ça le vieillard. Quand un homme vieillissait, c'est lui qui triait qui doit venir au chevet de son lit. Et il t'appelait à venir au chevet de son lit. Pourquoi? Parce qu'il savait que à toi, il a une mission à te confier. Il n'appelait pas n'importe qui, parce que ce n'est pas un au revoir, comme si on ne se verra plus jamais. C'est un au revoir parce que parmi les gens que tu confies les missions, tu dois réincarner. Tu peux réincarner chez l'un de ces gens-là. Voilà. Mais aujourd'hui, on meurt comme des animaux, comme des poules, parce que les poules meurent comme ça. Pourquoi? D'abord, on les a élevés pendant 45 jours pour devenir des poulets de chair. Maximum 3 mois. Et on les a abattus sans qu'ils ne s'attendent. Donc, ils n'ont même pas eu l'occasion de réfléchir que nous allons même mourir quand. C'est comme ça que nous sommes aussi attelés dans l'alcoolisme, dans la consommation des sucreries que nous appelons les jus, qui sont des produits dangereux pour notre santé, dans les produits agro-industriels qui sont proposés dans les supermarchés avec des colorants bien tapissés sur, qui entraînent l'envie d'acheter. Nous mourrons sans attendre à ce que nous allons mourir. Nous ne sommes pas différents de ce que nous faisons des bêtes dans cette société où nos cerveaux sont embrigadés. Et ça, c'est seulement pas l'Afrique, c'est le monde entier. Ça ressemble un peu à ce que disent les chrétiens dans leur Bible, que tout le monde a péché.
Attendons seulement. Alors, professeur, vous parlez des colorants que l'on retrouve dans l'alimentation artificielle. Alors, quels seraient, ou alors quels sont les impacts de ces derniers sur d'abord le corps physique et ensuite sur, je vais dire, la spiritualité pour parler des autres corps? Alors, prenons par exemple le dioxyde de titane qu'on a analysé lors de la dernière édition. La vidéo qu'on a proposée, qui nous venait d'une chaîne de télévision, je ne la cite pas parce que souvent il faut prendre les droits. Alors, ce dioxyde de titane est controversé aujourd'hui en Europe, particulièrement en France. On est en train de penser qu'en 2012, on doit le retirer du marché. C'est des nanoparticules, c'est-à-dire des pierres ou de la terre blanche ou quoi, parce que c'est des gisements, ça sort du sol. Alors, qu'on retire du sol et puis on obtient de ces gisements des particules qu'on appelle nanoparticules, c'est-à-dire à peine la taille du cheveu. Hein? Donc, c'est à peine visible. Mais sauf que dans leur concentration, ça permet d'avoir des bonbons de tout genre de couleurs. Hein? Et avec une brillance pas possible. Ça permet d'avoir comment vous appelez ça? Les vernis. Les vernis à ongles, où tu vois comment ça brille. Parce que tu vois, les jeunes filles aujourd'hui, même les dames, ont superposé l'ongle artificiel sur l'ongle que Dieu lui a créé. On met la colle super gros. Et puis maintenant, on prend le dioxyde de titane mélangé à un produit de couleur. Et puis on embellit l'ongle pour aller piéger les hommes. Quelque part, même quand on est marié. Alors, voilà une nouvelle société. Comme si cela ne suffit pas, c'est dans les cils. Je ne sais pas si c'est les cils ou les sourcils. Les sourcils, c'est où? C'est en haut ou c'est en bas? Je ne sais même plus. Moi-même, je ne sais pas. Alors, tu vois une personne qui a les cils qui sont 3 mètres de long. Non, les cils, c'est ça ici. Oui, les sourcils, hein? Ou les cils, moi, c'est pas. Les cils, c'est ce qui est juste Ah, sur bah. les yeux. Oui. Ah, voilà. Alors, c'est 3 mètres de long. Ça veut dire, quand il ouvre les yeux, tu vois le tas de poils qui se soulèvent et puis ça se rabaisse. Tellement moche à voir, mais non, mais attends, mais on est content parce qu'on est dans le modernisme. Et tout cela, dans la colle, il y a le dioxyde de titane. Il y en a ça là-dedans. Il y a ça sur la brillance de ces cils-là. Hein? Bref, c'est utilisé dans tous les genres de produits pour attirer l'attention des consommateurs. Et c'est utilisé jusqu'aux aliments. Une viande qui a été tuée en 1900, et nous sommes en 2000. Lorsque c'est achalandé, tu vois comment ça brille. L'appétit te tue. C'est-à-dire, si tu n'achètes pas, soit parce que tu ne manges pas de viande, ce serait une chance pour toi d'ailleurs, soit parce que tu n'as pas de l'argent. Ce serait toujours une chance pour toi parce que tu n'as pas eu l'argent le jour-là. Mais tout cela, personne n'est au courant de ce qui se passe. C'est ce c'est ce qu'une étude vient de révéler sur des travaux à la recherche de savoir si ces produits-là sont cancérogènes ou pas. Mais le dioxyde de titane n'est pas seulement sur les produits alimentaires, sur l'industrie de textile et cosmétique, mais c'est aussi dans le médicament. Et là, je ne cite pas le nom des médicaments parce que je demande aux téléspectateurs et ceux qui nous suivent de se débrouiller à s'éduquer. Parce que l'éducation est la seule chose, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai de se cultiver, voilà. La culture générale est la seule chose qu'on a pour pouvoir être lettré. On n'est pas lettré parce qu'on a eu les diplômes, bon, disons, pour pouvoir être intellectuel, je veux dire. On n'est pas intellectuel parce qu'on a eu les diplômes. On est intellectuel parce que on a modernisé son intellect. On a donné à son intellect tous les atouts nécessaires
pour son développement. Et là, il y a embrasement entre le cœur et la tête pour former un tout qui permet d'avoir un bon sens de discernement. Parce qu'avec le cerveau seul, le sens de discernement est limité. Voilà. Et qu'en est-il du tartrazine? Tartrazine, c'est un colorant pétrochimique qui est obtenu à bas coût et qui est injecté dans les boissons des sucreries. Et en buvant ces sucreries-là, vous allez dialyser, vous montez, vous descendez. Avec le E102, donc tartrazine, vous aviez des difficultés de guérir des maladies infectieuses si jamais vous ne comprenez pas que l'antibiotique n'a plus d'effet sur vous. Parce qu'aujourd'hui, les antibiotiques ne sont plus automatiques, nous disent les Occidentaux. Mais ils ne nous disent pas que des colorants comme tartrazine sont des colorants qui inhibent les cellules malignes et même, parce que c'est cancérogène, je dis bien cellules malignes, et qui en même temps neutralisent les possibilités à des médicaments, cette fois-là, d'agir lorsque vous avez une infection. Et maintenant, disons que sur le corps physique, on est, pardon, on est près du cancer ou alors on est même déjà dans le cancer. Maintenant, sur le plan spirituel, avec les différents corps que nous avons, astral et autres, l'impact, ça se passe comment? Alors, cette question, tu reviens avec parce qu'elle ne t'est pas répondu, c'est bien. Alors, si vous n'avez pas, dans un corps sain, habite une âme saine. Là, je crois que la Bible le dit aussi. C'est pas seulement en métaphysique. Quand on lit Corinthiens 6 et 6 ou quoi, notre corps est le temple de Dieu. On ne peut donc pas avoir une cage bien empoussiérée et où on a mis la farine partout. On part laver les chiens et on les lâche, ils reviennent dans la cage et qu'ils soient propres. Non, on ne peut pas ne pas faire ce qu'il faut pour le corps physique et obtenir un changement au niveau de notre élévation spirituelle. C'est impossible. Parce que les pouvoirs qui sont nous à l'état latent, le sont à l'état latent parce que rien n'est fait pour le corps physique. C'est-à-dire aucune préparation n'est faite de façon à ce que le corps physique lâche de l'être intérieur et que l'être intérieur devienne le chauffeur et que c'est lui qui conduisait le corps. C'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est le corps qui domine sur l'être intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu que l'âme soit le chauffeur du corps, l'âme se retrouve butée comme tu peux avoir une voiture qui a perdu la direction. Toi, le chauffeur, tu ne peux plus rien. C'est comme ça nos corps. Alors, ça a commencé parce que à un moment donné, dans notre monde, l'homme, dans la jungle, qui est sorti de la jungle où il était avec des bêtes, a formé une nouvelle jungle. Parce que quand on lit le Code noir, on a analysé ça ici lors d'une édition ou de quelques éditions, tout ce qui a été prévu dans le Code noir contre les Noirs est revenu dans la charte de l'impérialisme, toujours contre les Noirs. Mais quand on est contre un être humain, on est contre soi. Parce qu'on ne peut pas faire un monde où les gens pensent qu'ils peuvent être très heureux sans que le fait d'entraînement négatif ne les revienne contre. Tolstoï était un écrivain russe. Il disait que tant que les gens vont abattre les bêtes pour manger de leur viande, donc verseront de leur sang, les guerres ne finiront jamais dans le monde. Quelqu'un va se poser la question, quel est le rapport qu'il y a entre le sang des bêtes qu'on a tuées normalement et le sang des hommes? Mais le sang n'a pas
il n'y a pas de preuve que le sang d'un homme est plus important que le sang d'un animal. Il n'y a aucune preuve. D'abord, quand on lit Ecclésiaste chapitre 3, je ne sais pas, verset 19 ou quoi, en descendant, c'est bien écrit dedans. Moi j'ai dit, j'utiliserai toute la Bible quand ça m'arrange. N'en déplaise à ceux qui pensent que la Bible, c'est leur propriété. Lorsque on se cultive, on ne se cultive pas en se donnant des a priori. Comme pour dire, moi je ne suis pas musulman, je ne lis pas le Coran. Hein, c'est quoi le Coran? Non. On ne dit pas, je suis chrétien, je ne suis pas chrétien, je ne lis pas la Bible. On lit tout. Parce que dans tout, il y a tout. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. C'est comme dans l'homme. Il y a le bon côté de l'homme et le mauvais côté. C'est la dualité. Alors donc, maintenant, lorsque on revient sur le principe de qu'est-ce qu'on veut obtenir, hein, du sang de l'homme ou du sang de la bête, dans Ecclésiaste, on va voir, la question est ainsi posée. Qu'est-ce qui prouve que le souffle de l'homme monte au ciel et que le souffle de la bête descend? Rien. Rien du tout. Donc lorsque nous tuons quelque chose qui a le sang, la poule, le coq, même le poisson, hein, tout ce que nous mangeons, nous versons le sang. Nous ne sommes pas des sanguinaires, nous. Parce que parfois, ce n'est pas nous-mêmes qui tuons ces bêtes. Mais le receleur, c'est qui? C'est un voleur. Il est aussi voleur. Parce que si lui n'est pas là, le voleur va voler pour aller vendre où? Ah, c'est ça. Et est-ce qu'on pourrait avoir également une idée de ce que serait le ponceau 4R? Alors, le ponceau 4R, c'est un produit extrêmement cancérogène. D'ailleurs, c'est un colorant aussi pétrochimique, de la même gamme que tartrazine. Parce que le dioxyde de titane, ça c'est autre chose. Les deux colorants là que j'ai bien choisis comme ça au hasard sont des produits, des additifs alimentaires, au même titre que le dioxyde de titane, avec une différence que c'est des produits halal. Donc un peu de la technologie de l'Orient, c'est-à-dire les Asiatiques. Alors ces colorants sont des objets communs, des liquides qu'on met régulièrement dans les boissons, que nous appelons communément les jus. C'est ça qui rend ça beau à voir et c'est ça qui donne parfois l'arôme qu'il faut pour dire que ça c'est le citron, ça c'est l'ananas, ça c'est le pamplemousse. Mais ça dépend comment on les mélange. Et là, on a l'impression qu'on est en train de boire le citron, vraiment, ou le pamplemousse. Voilà. Alors, professeur, la même question revient, parce que quand on parle d'école, on voudrait bien savoir, mais où apprendre à bien s'alimenter, où apprendre à bien manger pour vivre longtemps? Alors, on ne peut pas parler de l'école lorsqu'on parlait des universités telles que le monde les prône aujourd'hui, pire l'Afrique. Parce que c'est une école d'asservissement. La spiritualité, si elle est prise en compte, elle ne saurait être mise de reste, laissée pour compte. Dans une société sérieuse. Mais dans les écoles, la spiritualité n'est pas prise en considération. Les universités sont les temples de la ruse. Qui dit ruse dit malhonnêteté. Qui dit malhonnêteté dit quelque chose qui entraîne le profit, mais sans que ces profits-là, puisque tu sors avec un diplôme à l'université, ces profits-là ne posent aucun problème. À qui que ce soit, c'est une situation officialisée, hein, disons, comment je peux dire, décrétée ou bien assignée pour un grand nombre de gens et rendue nécessaire. Parce que si par exemple, prenons le cas de la médecine,
Si un diabétologue a le diabète et que ça ne lui disait rien, ce n'est pas de sa faute. Je dis bien que ça ne lui disait rien sur le plan santé. Qu'il trouve ça normal, parce qu'il est un être humain, et que tous les diabétiques qui vont venir vers lui, qu'il les rappelle que le diabète ne guérit pas. Mais ce n'est pas de sa faute. On lui a formaté le cerveau en lui faisant croire que personne ne peut être en santé et que c'est normal d'avoir certaines maladies, malgré qu'il soit le spécialiste hors pair du domaine. Alors, ça parce que moi, j'aimerais bien que moi, je sois prise par une maladie et qu'on me pose la question, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, je vais répondre que c'est la tétutesse. Oui, mais parce que je sais, c'est vrai que savoir et être prise de court, alors ça ne s'explique pas. Un, de deux, c'est intolérable. Mais tomber carrément dans l'ignorance de façon à rendre discutable l'indiscutable, alors qu'on a bac plus, c'est ce qui fait dire que c'est le temple de la ruse, l'enseignement supérieur. Donc on abrutit les gens. Le fait, c'est comprendre simplement. Si on dit 1 plus 1 égale 2, et que c'est 10, et que ces 10 là te donne le baccalauréat, mais attends, mais tu as le bac, mais tu as un bac sur quel ordre de valeur? Pour avoir redonné à celui qui t'a dit de dire des choses comme ça, c'est qu'il t'a dit. Donc tu as récité le cours. Lui aussi, il a eu le diplôme par le fait d'avoir récité le cours chez l'autre qui a récité le cours chez l'autre. Sauf que celui qui a commencé avec cette bêtise-là, lui n'a récité le cours nulle part. Hein? Il s'est arrangé un matin à dire que embrigadons le cerveau des gens. Disons-leur que c'est ça qui est bon. Pour que nous puissions mettre une hégémonie en place. Ça, je martèle les mots pour que les gens comprennent que ce n'est pas l'amusement. Le fait d'aller à l'école ou d'envoyer les enfants à l'école. Quand quelqu'un va à l'école, il doit dire, je vais voir ce qu'on fait là-bas. Parce que j'ai de la valeur. Moi, je suis intelligent. Je suis intellectuel. Donc, je vais voir ce qu'on fait là-bas. C'est en ayant cet état d'esprit qu'on arrive à déceler le faux du juste, du bien. Mais on ne peut pas tomber dans l'eau, on ne sait pas nager. On n'a même pas eu le temps de se poser la question que je plongeais dans l'eau comme ça et je vais nager comment? Et qu'on s'en sorte. C'est ce qui tue l'Afrique. On a trop d'intellectuels pour rien. L'Afrique n'arrive pas à démarrer. Alors, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir qui va dans le même sens que la deuxième partie de notre chronique. On vous laisse le soin de regarder et on revient juste après. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels, afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau, et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc., à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines, et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider.
On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies, pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés, lents et en surpoids. Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein. Nous aurons les deux côtés. Ils feront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leurs dettes et leur dur labeur. Si ça nous plaît, nous les ferons s'entretuer. Nous contrôlerons tous leurs aspects de leur vie et leur dirons quoi et comment penser. Ils seront occupés à s'entretuer jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par rapport à l'image et le son, et ainsi de suite. Alors, je crois que c'est la suite ou alors le commencement. Moi, j'ai bien envie de dire que la vidéo que nous venons de suivre, en fait, peint la société que nous vivons actuellement. Parce qu'il a parlé des technologies et nous sommes à l'ère de l'essor grandissant des technologies. Il a parlé des jeux. On a connu une période où il y avait des jeux. Et c'est-à-dire que ce qui est dit, parce que je suppose que le livre que le monsieur lit ne date pas d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres choses? Non. Ce qu'il faut s'attendre, c'est qu'on soit décimé. Ah, d'accord. Parce que, écoutez, il y avait une race qu'on appelait les rouges. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas si quelqu'un dans les rues de Bounanjo, ou à Douala, ou à Yaoundé, il a déjà rencontré quelqu'un de cette peau-là. Aux États-Unis, où ils sont propriétaires de terres à l'origine, les Européens ont découvert l'Amérique avec les gens habitant déjà cette Amérique. Pour prouver que c'était vraiment une découverte, ils les ont décimés. Il reste qu'une petite poignée de gens comme ça, dans l'un des États les plus pauvres. Alors, si on n'a pas pu décimer les Noirs, c'était notre chance. Parce que Jacques Chirac, lui, il dit que le Noir a la peau dure. Moi, je dis non. On n'a pas pu décimer les Noirs parce qu'on n'a pas eu la malchance d'avoir des collines d'or, comme l'Amérique, où on rencontrait de l'or nu déposé en plein air, sous forme de montagnes. Donc il fallait absolument, pour un lingot d'or, il faut voir les films western. Pour un lingot d'or, il s'entretuait. Il faut lire les bandes animées, les dessins. Les textes, oui. Oui. Vous allez lire l'Amérique, les Européens en Amérique, entre eux, comment ils se sont entretués avant de former les États et avant de dire unissons-nous. À cause des biens matériels. Alors donc, à cause des biens matériels, comme la vidéo dont on venait de proposer là, à cause des biens matériels, il faut décimer les races, entre guillemets, les gens de couleur de peau qui ne sont pas de leur couleur de peau. Résultat, faire prévaloir le matériel a fini par faire que dans le continent africain aujourd'hui, tout le monde gesticule pour amasser les biens. Et là, du plus petit au plus grand, des hommes jusqu'aux membres du gouvernement. Les femmes, alors, n'en parlons pas. La société est foutue, complètement. Donc, on va passer au SOS téléspectateurs. Nous allons répondre aux questions que vous nous avez envoyées. Mais n'oubliez surtout pas, nous ne prenons pas les appels en direct. Donc, vous pouvez juste nous faire des messages et on prendra sur nous de vous apporter des réponses. C'est le SOS téléspectateurs.
Alors, je voudrais savoir si le développement du spirituel dépend de l'alimentation. C'est Audrey qui nous écrit. Ah ouais, le développement du spirituel dépend de l'alimentation, on le soutient. On dit si l'homme ne mangeait pas, il ne respirait que s'il ne mangeait pas les substances alimentaires, dont la nourriture qu'on connaît régulièrement là. Qui respirait seulement, il buvait de l'eau uniquement, il vivrait longtemps. Étant donné que les aliments sont pour beaucoup, pour nos maladies et ci et ça, nous devons donc apporter beaucoup plus d'intelligence, beaucoup d'études par rapport à ce que nous consommons en termes de nutriments, en termes d'aliments se transformant en nutriments. Georges de Dedo voudrait savoir quelle posture adopter face à cette situation dans laquelle on a un lessivage de cerveau, un formatage de cerveau. Alors, ce qu'on doit adopter, c'est qu'on prend conscience que on est formaté, hein. Ça commence par là. Parce que moi, je sais une chose, c'est que je parle bien certaines choses en parlant le français qu'en parlant ma langue maternelle. Hein. Je parie que je ne peux pas faire une conférence aujourd'hui facilement en ma langue, utiliser les mêmes mots que j'utilise en français, et me sentir à l'aise que je suis en train de communiquer avec les miens. Il va falloir beaucoup de travail. Hein. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis formaté moi. Et là, je dois bagarrer pour que ce formatage-là cesse et que je redevienne moi-même. Quand on est soi-même, lorsqu'on a retrouvé son identité de manière totale, on n'est pas soi-même simplement parce que on est bien habillé, on a les voitures, on a les duplex, on a les enfants partout dans le monde, et on a son bar qui produit de l'argent, et on a ses immeubles, les gens louent, et on a des comptes bancaires bien fournis. On n'est pas soi-même. C'est des choses mortelles. Et vous êtes appelés à continuer à vivre après cette vie. Voilà. Alors, comment définir l'alimentation mystique et quelle différence faites-vous entre alimentation mystique et spirituelle? On a parlé de la mystique de l'alimentation pour expliquer le contexte alimentaire dans sa globalité, c'est-à-dire l'aliment positif, l'aliment neutre et l'aliment négatif. L'aliment positif, l'air ou l'oxygène, l'aliment neutre, l'eau, l'aliment négatif, les nourritures qui débouchent aux nutriments. Donc c'est ça le concept mystique. Et c'est derrière ce concept mystique qu'en l'utilisant à des fins positives, on aboutit à la spiritualité. Et ici, nous parlons de la spiritualité positive, celle qui nous permet de devenir des divins, donc des dieux. C'est pourquoi, à la deuxième partie de la chronique de cette édition, nous avons cité Psaume 81, verset 6, qui dit bien, là il dit, j'avais dit, je ne sais pas si ça concerne qui, mais je crois que c'est Dieu. Parce que j'ai lu seulement dans la Bible, ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Voilà, donc nous sommes là pour devenir des divins. Nous ne sommes pas encore les dieux, parce que nous ne mettons pas en place les règles correspondant à notre évolution spirituelle qui nous conduit vers la divinité. Alors, c'est quoi le processus d'assimilation de l'énergie spirituelle après consommation d'un aliment? Le processus passe par le fait qu'on a choisi un aliment qui a les mêmes vibrations que nos cellules. Et surtout, parce que il faut bien dire la chose, merci pour cette question, si nos cellules sont cancérogènes, ou cancéreuses déjà, je veux dire, pas cancérogènes, si nos cellules sont déjà atteintes par le cancer, si nous mangeons les nourritures qui produisent le cancer, ça alimente plutôt ces cellules et le cancer évolue. Mais si nous inversons notre alimentation, qu'on ne mange pas de nourriture qui permettent à ce que ces cellules-là soient nourries, ces cellules vont mourir
Et c'est comme ça qu'on va guérir du cancer, rien qu'en changeant l'alimentation. Parce que quand vous avez eu un cancer, soit en prenant les sucreries que nous appelons le jus, soit en prenant de l'alcool ou des nourritures cancérogènes, du moins avec des particules, des effets cancérogènes, le cancer arrive au bout d'un temps. Les cellules malignes prennent de la dimension et ça prospère. Dans leur prolifération, l'alimentation qui est la vôtre, que vous avez adoptée, qui vous fait bon au palais, continue. Et donc ces cellules-là continuent à évoluer. Mais si un temps de mouvement, vous arrêtez la consommation de ces aliments, comme pour avoir pris conscience que c'est ces aliments-là qui vous ont rendu malade. Au bout d'une période, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Allez, le cancer part seul. Parce que ces cellules n'auront plus de nourriture. Hein? Donc quand on dit aux gens le cancer guérit, se pose la question que ça guérit comment? Soit vous avez des produits, des remédiants qui permettent à ce que très rapidement le taux d'acidité dans l'organisme baisse, soit au même moment que vous donnez ces produits, vous donnez un régime alimentaire affamant les cellules cancérogènes, c'est tout. D'accord. Alors, on a une question qui revient. Le livre, quel est le titre du livre que le monsieur... Alors, le livre est là. Moi, je ne connais même pas qui parlait de cette histoire parce que nous sommes dans les réseaux sociaux maintenant. Nous avons parfois des vidéos très, très utiles, mais dont on n'a pas le titre. Voilà. Mais donc, vous allez chercher simplement, tout simplement. Et puis pouvoir peut-être trouver un peu plus d'informations par rapport au livre. Alors, le professeur appartient à quelle obédience religieuse? C'est Eric de Yaoundé qui nous écrit. Humaniste. Elle consiste à quoi? Mon obédience religieuse, c'est l'humanisme. C'est à l'humain. Alors, une obédience qui lutte contre les cellules, contre les boissons cancérogènes, pour que les cellules ne soient pas cancéreuses. Une obédience qui lutte contre le désordre écologique vis-à-vis de ces cellules, de son univers interne. Hein, parce qu'on ne peut pas évoluer spirituellement lorsque l'écologie à l'intérieur de nous n'est pas établie. Parlant seulement de l'écologie, l'écosystème et tout, en ce qui concerne le monde, alors que la véritable lutte contre, comment on peut appeler ça, l'intoxication de son corps serait une autre bataille écologique et cellulaire. Alors, il y a un téléspectateur qui pose la question de savoir: est-ce que le sexe peut être considéré comme un aliment étant donné que c'est un catalyseur d'énergie? Le sexe a son rôle à jouer. On a parlé longuement du sexe ici lors d'une émission. Son rôle est de permettre aux glandes qui sont du domaine sexuel de mieux fonctionner et qui sont je ne sais pas, des gomates ou quoi, je ne sais pas comment on appelle ça encore, je ne me suis pas préparé à ça, en rapport avec l'hypothalamus, et établir l'équilibre pour permettre à ce que le fonctionnement dans le cadre hormonal se produise normalement. Donc, je pense que le sexe n'est pas une mauvaise chose. Bon, mais chaque chose qui a un peu d'excès peut tomber dans la nuisance. Tout à fait. Alors, comment rendre le corps alcalin? Je crois qu'il voudrait parler de l'équilibre acido-basique. C'est boire beaucoup d'eau et éviter de manger de nourriture à saturation lipidique et protéinique. C'est-à-dire qu'il faut éviter de manger les viandes ou en manger sous forme de motifs. C'est-à-dire quand tu as le poisson, prenons le mbunga dans une sauce d'arachide blanche.
tu n'as pas mangé le bunga en tant que tel. Tu as mis un motif pour que la sauce ne devienne pas juste de l'eau, hein, l'eau teintée, mais que ça devienne quelque chose d'appétissant. Mais si vous prenez par exemple du poisson braisé, avec un peu du piment qu'on a mis des cubes, je ne sais de quoi, et il est question, qu'on a à peine braisé, alors que c'est congelé, surgelé, décongelé et tout, pourri. Alors, vous mangez saignant, entre guillemets, ou saignant de quoi, je ne sais pas comment, ces genres de saignants-là, on peut les appeler, mais j'entends dire souvent, je mange saignant. Alors, on demande à la dame qui frit le poisson, non, moi je veux ça saignant. Tous les dioxydes de quelque chose qui ont permis que le pourrissement d'un poisson qu'on a pêché il y a 6 mois ne se produise. Donc, on a maintenu la chair de ce poisson à l'état, comme si ce poisson était encore vivant et qu'on venait de le tuer. Alors, spirituellement, ce genre d'aliments ne peuvent pas permettre à ce qu'il y ait une évolution en nous. Alors, ce genre d'aliment aussi va produire des déchets. Ces déchets vont devenir des huiles. Ces huiles vont devenir des graisses. Ça va pourvir à l'individu une surcharge pondérale pas possible. Et là, à partir de ce moment-là, le taux d'alcalinité va changer, va basculer vers l'acide. Et le taux d'acidité va s'élever et on va développer des maladies. En fonction du pourcentage de taux d'acidité, on peut aller des simples fièvres jusqu'au cancer. Hein, en passant par le sida et tout. D'accord. Alors, on a une question, elle aussi, elle a l'habitude de revenir de Samuel. Comment éviter les nourritures de nuit? Alors, ça dépend, parce que nourriture de nuit, peut-être dans les rêves, je ne sais pas. Effectivement. Ah oui, mais si vous avez une bonne digestion, vous ne rêvez pas mal. Si votre digestion n'est pas bien, vous avez des mauvais rêves. Mais si les rêves sont des attaques nocturnes émanant de la sorcellerie, il faut aller chez un voyant. Qu'il regarde ça bien. Il ne faut pas commencer à gesticuler. Il faut, à tout seigneur, tout honneur, il faut faire confiance aux scanners traditionnels qui sont détenus par des personnes habilitées, les voyants. Voilà. Alors, une autre question qui n'a rien à voir avec le thème de ce soir. Alors, j'aimerais savoir, c'est Abdoulaye de Douala qui écrit, il aimerait savoir comment traiter l'éjaculation précoce. Alors, l'éjaculation précoce, c'est traite que tu n'aimes pas les femmes, toi l'homme. Donc, quand tu as la chance d'avoir... Non, quand une femme arrive, elle arrive. Et là, tu as tout le temps de bander doucement, hein, de tomber en érection doucement, et que le libido évolue doucement avec le fantasme, avec le jeu, avec tout ce que ça comporte comme élément d'accompagnement, jusqu'à l'atteinte de l'érection finale, avant de passer à l'activité. Et là, dans ce cas, vous entrez dans cette activité étant complètement bien fort. Et puis, vous serez étonné que le mouvement se fait pendant longtemps. Mais si ça se fait à l'emporte-pièce, ça se fait très vite, qu'on y aille très très vite, comme si la personne allait rentrer. Ou bien c'est même la personne qui te dit, fais vite, moi je pars. Alors dis-lui que comme tu es pressé, pars d'abord. On va se voir quand tu auras le temps. Que de se mettre à vouloir faire vite. Tu vas tellement vite faire que même avant même que tu ne commences, que tout est fini. Alors donc c'est ça. Moi je pense que c'est d'abord une étape psychologique, avant qu'on ne trouve s'il y a un médicament. Parce qu'il y a des gens qui ont une mauvaise érection avec leur épouse, mais dehors avec les petites mamies nyanga, ça marche. L'épouse ne saura jamais. Et l'épouse est plutôt en train de penser que l'érection est comme ça, son mari est fini.
alors que elle ne veut pas les jeux. Au départ de les relations d'hommes et femmes, quand c'était les fiançailles, on s'est tapoté, on se caressait, on faisait tout. Aujourd'hui, on vient, on dit je vais dormir. Hein? Fais vite parce que moi, je ne veux pas que tu commences à me pincer les côtes là. Moi, je vais dormir, je suis fatigué. Alors maintenant, on va bander à peine. Alors, on a une autre question. Professeur, j'ai lu dans un document que l'eau chaude d'ananas soigne tout genre de cancer. Est-ce vrai ou alors ce serait une histoire, un document faux? Non, là, il faut lire le document, comprendre la lettre et l'esprit de la lettre. Parce que si moi je dis, j'ai un produit qui soigne le cancer, il faut que je dise comment. Pas forcément parce que on connaît la formule que ça constitue une preuve. Non, ça peut ne pas être une preuve. Ça peut ne pas être une preuve. Une chose aussi simple que cela peut aussi être vrai. Donc il faut bien étudier le document et passer maintenant à ce que la science recommande. Observer, expérimenter et voir quels résultats il y aura. Donc observer, ça veut dire que tu dois réunir quelques sujets qui ont le cancer autour de la méthode. Et expérimenter, donc appliquer cette méthode sur ces personnes-là si tu auras la chance. Et puis voir maintenant qu'est-ce que ça a donné. Voilà, c'est plus intellectuel. Alors, quelle alimentation conseillez-vous à une personne de 50 ans, donc les personnes déjà... Petit déjeuner le matin, c'est la respiration, de l'eau chaude et l'eau fraîche. Du coup, les trois choses. Là, c'est le petit déjeuner, première partie. Deuxième partie du petit déjeuner le matin, les fruits. Après, on ne mange plus. Les fruits, on prend la cuillère, donc on mange les fruits. Si on veut les boire, on doit les ingurgiter. Faites comme le bébé fait comme d'habitude, c'est-à-dire vous sucez plutôt les bouchées de fruits que vous prenez petit à petit avant d'avaler. Donc si vous avalez 500 ml d'orange par exemple, par rapport à la saison, parce que là, il faut prendre le fruit de la saison. Les fruits de la saison, bien sûr. Alors vous allez remarquer que ça va vous envoyer au sel. Contrairement à ce que les gens disent que ah, moi je prends le fruit, je ne pars jamais au sel. Parce qu'ils gloutonnent. Soit ils ne sucent pas, soit ils sucent, ils avalent. Soit ils ne boivent pas en salivant. Mais ils boivent seulement comme si c'était de l'eau. Gloum, 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 gloum. Allez, il met la bouteille là. Non. Tu sirotes, c'est-à-dire tu prends petit à petit, ça reste dans ta bouche, ça s'ensalive normalement jusqu'à ce que tu ne sens plus le goût du sucre, parce que c'est déjà rentré dans les parois buccales pour partir dans le sang avant d'avaler maintenant le liquide qui est devenu l'eau. D'accord. Et là, c'était juste le petit déjeuner. Le déjeuner, on ne prend pas de nourriture à sensation. Le poulet, le bœuf, les ci, les ça, non. Des petites sauces légumineuses. Les jardinières. Oui, c'est-à-dire que avec beaucoup d'eau, peu d'huile, et puis maintenant on met un motif, un petit morceau de viande. Mais surtout les viandes séchées, c'est-à-dire les viandes qui n'ont pas assez décomposé à pourrir la sauce. Voilà, parce que les particules de ces viandes-là sont nocives. Il faut les éviter. Donc prendre quelque chose de sec. Ça va salir la sauce, mais pas beaucoup. Là, on ne sait jamais, avec les cures de respiration, on peut pouvoir extirper hors du corps cela, à travers les urines, à travers les pores, à travers les selles même. Le soir, on peut rester sans manger, on dort. Ou on prend une purée d'avocat, surtout quand on a de l'âge, on prend l'avocat, c'est un produit convalescent, donc c'est quelque chose de bien. Ça dépend des gens. Mais moi, je dis souvent, quand vous avez des avocats qui sont trop beurre, trop huileux, il faut éviter d'y mettre l'huile d'assaisonnement. L'assaisonnement. Voilà. Donc, vous mangez nature. Oui, ça comme ça, oui.
D'accord. Donc pour ça, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot pour conclure. Alors, dernier mot, nous pensons que nous restons toujours à la mystique de l'alimentation, la spiritualité. La prochaine édition, on appelle les gens qui nous suivent à découvrir. Merci. Nous avons été ravis de vous avoir nombreux ce soir. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Nous prenons rendez-vous avec vous mardi prochain lorsqu'il sera 23 h. D'ici là, portez-vous bien.